Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus dans ce journal de la mi-journée. Dans l'actualité, le village de Kahani qui fait de nouveau parler de lui. Après un week-end marqué par des barrages routiers, la nuit dernière, plusieurs voyous ont attaqué la caserne des pompiers. Le matériel de secours a été dérobé et les ambulances vandalisées. La lutte contre la propagation du virus dans le département, une grosse campagne de distribution de masques démarre ce lundi. Des masques réceptionnés au centre de tri postal, le conseil départemental, la préfecture ainsi que des associations participent au projet. Voilà 48 heures que le village de Kahani, dans la commune de Ouangani, est en proie à des actes de violence graves. Pour rappel, samedi matin, une fillette a été renversée par une voiture. On en suivi plusieurs barrages routiers qui ont été dressés par des manifestants. Et la nuit dernière, un nouveau degré de violence a été franchi. La caserne des pompiers a été la cible de saccages et de pillages. Anastasia Laguera, Fahar Hosseini. C'est ce portail que la cinquantaine de malfaiteurs a escaladé pour atteindre la cour de la caserne de Kahani. Il est minuit passé, les secouristes sont dans leur dortoir quand les jeunes s'infiltrent. Ils vandalisent 2 camions, volent du matériel de secours et une tronçonneuse. Une partie des affaires sera retrouvée non loin de là, comme cette veste de protection contre le feu. Ce matin, les pompiers étaient encore sous le choc. Leur présidente est venue leur apporter son soutien. Cet événement, cet incident ou accident ne doit pas interférer dans leur mission. Et donc, ils doivent continuer et être plus courageux et ne pas être affectés par ça. Ça me sidère de savoir que des personnes sans conscience, finalement, s'attaquent à ceux qui viennent à leur secours. C'est que finalement, ils se sentent plus forts. Cela fait 3 jours que Kahani est le théâtre de toutes sortes de violences à la suite d'un accident de la route sans gravité. Le commandant de la gendarmerie de Mayotte assure que ces jeunes n'ont pas pris le dessus. Dans un premier temps, en tout début de soirée, et puis de nouveau ce matin à compter de 4 heures, où nous avons mené une opération de rétablissement de l'ordre qui a permis l'interpellation de 5 individus qui sont à l'heure actuelle en garde à vue à la brigade de Sada. Nous n'allons pas abandonner le terrain et le secteur de Ouangani, Coconi, Kahani va faire dans les jours et les soirées à venir l'objet d'une attention toute particulière afin d'éviter que les dispositifs adverses ne soient de nouveau redéployés sur les axes. Des véhicules stationnés dans la cour du dispensaire de Kahani ont également été caillassés. Preuve encore que la délinquance juvénile sur l'île n'a aucune limite et surtout aucun fondement. À noter que suite à ces événements, une plainte a été déposée par le service départemental d'incendie et de secours. Violence toujours avec un mot sur cet appel à témoins lancé par le commissariat de Mamoudzou, saisi de plusieurs plaintes de promeneurs et de joggeurs dans le secteur de la convalescence à Mamoudzou qui ont été victimes d'individus excitant leurs chiens et les incitant à mordre les badauds. Les faits remonteraient au début du mois d'avril dernier. Jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui ont été témoins de ce type de fait ou victimes susceptibles de fournir des éléments utiles à l'enquête sont invitées à contacter les enquêteurs de la police judiciaire au 02 69 61 12 22 poste 84 75 ou alors laisser un message à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Mayotte en proie à des actes de violence qui interviennent en pleine période d'état d'urgence sanitaire. Le département voit son nombre de cas de Covid-19 augmenter chaque jour et aujourd'hui, 1061 personnes sont atteintes du coronavirus sur le territoire, soit un enregistrement de 38 cas de plus par rapport à hier. 50 personnes sont hospitalisées, dont 10 en réanimation. On compte 492 personnes qui sont guéries du coronavirus. Enfin, 12 personnes ont perdu la vie depuis le début de la pandémie. Et parmi les mesures à appliquer pour lutter efficacement contre la propagation du virus, on retient notamment le port du masque. Sa généralisation sur le territoire est devenue un objectif pour les autorités. Le conseil départemental, en partenariat avec la préfecture, démarre ce lundi une grosse opération de distribution de masques. À noter également l'appui de la Poste, mais aussi des mairies, des CCAS, ainsi que des associations du département. 216 200
255 masques seront distribués dès aujourd'hui et pendant toute la semaine à l'ensemble de la population. Ils seront remis dans les boîtes aux lettres ou livrés à domicile. À ce sujet, je vous propose d'écouter le préfet de Mayotte. Ce sont 450 000 masques qui ont été commandés avec le conseil départemental, financés par le FEDER et qui seront distribués grâce au concours d'une grande entreprise publique, de service public, qui s'appelle La Poste, et qui seront distribués aux Mahorais à raison de 5 masques par enveloppe. Et pour ceux qui n'ont pas de boîte postale, parce qu'il faut que cette mesure soit efficace et que, effectivement, tout le monde puisse avoir un masque, nous remettrons aux communes, via les CCAS, des masques également, et nous en remettrons enfin aux associations. Le mot d'ordre, au terme de cette opération, c'est quand on sort de chez soi, on porte un masque. On porte un masque et en cela, on respecte les prescriptions de l'autorité sanitaire qui nous dit bien tous les jours de mettre en œuvre les gestes barrières. Interview réalisée par Chafanti Alibako et Atoumani Simba. Mayotte, seul département à rester en confinement ce 11 mai. Les 100 autres retrouvent aujourd'hui une certaine liberté de déplacement, à l'instar du département voisin de La Réunion. Une nouvelle liberté, mais contrôlée avec des règles qui vont accompagner le déconfinement. Dans Delphine Poudroux. Plus jamais, les Réunionnais ne regarderont la Réunion et y vivront de la même façon après cela. Ce désert, causé par leur confinement, imposé par la pandémie de Covid-19. Plus jamais, les Réunionnais ne retrouveront ce qu'ils ont connu. Notre vie, à partir du 11 mai, ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. Pas tout de suite. Et probablement pas avant longtemps. Au quotidien, désormais, gestes barrières appris et distanciation sociale seront nécessaires. Plus question d'être collés les uns aux autres dans les files d'attente. Plus question non plus de goûter immédiatement au plaisir des concerts, du cinéma, du théâtre. Mais pique-niquer sera de nouveau possible en petit comité. Sur les sentiers et dans les gîtes, on pourra y retourner. Sur les plages aussi, pour se baigner, se balader, mais pas pour bronzer. Au quotidien, désormais, il faudra aussi s'habituer à porter le masque et le plus souvent possible pour se préserver du Covid-19. Fait maison ou pas, il sera surtout obligatoire dans les transports en commun pour les plus de 11 ans. À l'aéroport aussi et dans les avions. Masque obligatoire, mais surtout quatorzaine imposée à l'arrivée sur l'île, mais pas dans le sens inverse. Avec toutes ces dispositions, toutes ces restrictions, la Réunion sera-t-elle plus préservée ? Tous les Réunionnais le souhaitent. Pour l'heure, le confinement a provoqué des manques et tous espèrent retrouver au plus vite leur liberté. J'attends de pouvoir rentrer en métropole, donc j'attends un avion et il n'y a plus beaucoup d'avions. Sortir et faire du sport en plein air. Aller à la plage avec ma famille, jouer dans l'eau avec mes enfants, faire des pique-niques avec mes amis au bord de la mer. Les amis et les grands-parents. J'ai besoin de leur faire des câlins et de leur dire bonjour, de les voir. En mai, à La Réunion comme partout en France, c'est sûr, on ne fera sans doute pas tout ce qu'il nous plaît. Et dans l'Hexagone, les ministres des Outre-mer et de l'Enseignement supérieur ont visité ce dimanche une résidence d'étudiants à Champs-sur-Marne, dans la région parisienne. Des ministres qui se sont entretenus avec les jeunes pour présenter notamment les aides qui leur seront accordées après les annonces du Premier ministre, notamment 200 € pour les jeunes précaires qui le demandent et l'ensemble des étudiants ultramarins. Kessie Weshop, Denis Rousseau-Caplan. Dans cette résidence du Crous, à Champs-sur-Marne, une visite un peu spéciale. Les ministres de l'Enseignement supérieur et des Outre-mer à la porte des étudiants confinés. On n'a pas de vraie interaction. Ici, un tiers des résidents a choisi de rester en ces temps de confinement. Dans cette tour de béton, ils racontent leur quotidien solitaire. Moi, je suis étudiant international congolais. Oui. C'est vrai que j'ai de la famille ici, mais si j'ai une famille, je ne pourrais pas vraiment me concentrer. Le choix de rester ici, c'était aussi de rester dans un environnement calme où vous pouviez continuer à travailler et à faire votre stage en télétravail. Exactement. Les ministres présentent aux étudiants les aides réservées aux plus précaires d'entre eux. Souvent loin de leurs proches, les ultramarins en seront bénéficiaires.
Pour les ultramarins, il n'y a pas de condition de ressources, donc vous devriez tous pouvoir bénéficier de cette aide. À distance réglementée, les membres du gouvernement tentent de répondre à leurs inquiétudes. Ça va clairement m'aider. Après, je sais que c'est plus une aide par rapport à l'éloignement pour les ultramarins, donc une aide morale. Après, évidemment, comme je pense qu'il faut regarder au cas par cas ce dont chacun a vraiment besoin. Parce que moi, je sais que j'ai des parents qui m'accompagnent, qui m'aident. Il y en a qui n'ont pas cette chance et du coup, c'est plus compliqué que ça. La rencontre avec les ministres, c'était bien, mais peut-être insuffisante pour les sujets abordés, notamment les étudiants ultramarins en hexagone. C'est mieux d'être avec ses sœurs que d'être seule. Donc voilà. Ouais, on se soutient, on se rassemble souvent vu qu'on est souvent ensemble. Le fait de voir qu'on est 4, mais on est ensemble, on se sent quand même isolés. On n'imagine pas pour les étudiants qui sont vraiment seuls et qui n'ont personne ni pas de famille avec eux. Là, on se rend compte que c'est pas facile quand même. Ils ne sont pas rentrés effectivement chez eux parce qu'on leur a demandé effectivement de rester dans l'Hexagone ou parce que leur formation ne leur permettait pas ou encore ils étaient en période de stage. Et donc d'abord les remercier de l'effort qu'ils ont fait. C'est compliqué quand on vient d'un territoire d'outre-mer. C'est l'hyper-éloignement qui d'ailleurs a été pris en compte par ma collègue Frédérique Vidal dans l'aide supplémentaire qui a été mise en place de 200 € annoncée par le Premier ministre. Une somme accordée aux étudiants ultramarins qui leur sera versée automatiquement en juin prochain. Mais des aides supplémentaires seront disponibles via une dizaine d'associations ultramarines à retrouver sur le site du ministère. Un dimanche qui a été notamment marqué par la Journée nationale des mémoires de l'esclavage et de la traite négrière. Une page sombre de l'histoire de France évoquée ce 10 mai. Cette année à Paris, la manifestation a rassemblé une poignée de personnalités dans un contexte particulier. Gervais Nitcheux, Bruno Jean-Baptiste. Double particularité pour cette 14e édition de la Journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage. D'abord, le timing. La cérémonie présidée par le Premier ministre Édouard Philippe se déroule la veille du déconfinement, un moment spécial dans l'histoire de France. Ensuite, sa brièveté. C'est la manifestation officielle la plus courte depuis l'institution du 10 mai. En moins de 10 minutes, tout est bouclé. Mais au-delà de ces deux conséquences directes de la crise de Covid-19, la philosophie de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition demeure intacte. Je crois que c'est une affaire de dignité des hommes. Et plus les temps sont difficiles, plus il me paraît essentiel de rappeler l'indispensable dignité. Il faut aller plus loin parce que trop de gens oublient cette période sombre, ces périodes sombres de notre histoire. Et oui, par l'école, c'est la façon la plus sûre de pérenniser et d'intensifier ce travail de mémoire. Cette année, dans le Jardin du Luxembourg, c'est la mezzo-soprano Karine Deher, l'une des meilleures artistes lyriques françaises, qui a été choisie pour chanter la Marseillaise. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition de 13h. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre émission Place Publique présentée par Faïd Souaïli. Au menu, football et confinement avec Jamil Abdallah, responsable des équipes de jeunes et de la promotion du football féminin à l'USCJ Kungu, ainsi que Yasmina Aouni, présidente des abeilles de Mtsamboro. Passez un bel après-midi sur notre antenne.